de revoir le replay qui sont ont pas pu venir, c'est toujours intéressant de savoir dans quel contexte on fait ça aussi. Alors, voilà, donc moi j'ai lancé l'enregistrement, que tout le monde le sache, si jamais vous avez vos caméras allumées ou quoi que ce soit, sachez que vous êtes enregistrés. Et puis, du coup, on va démarrer. Donc, je me présente, je m'appelle, Johanna Roth-Calvi, je suis la fondatrice du collectif, de la collective Women in Design. On est, maintenant depuis un peu plus d'un an, depuis un peu moins d'un an, une association loi 1901. Et donc on a, comme, objectif, de nombreux objectifs, mais on a entre autres des objectifs de pousser, les femmes à plus d'audace, les femmes et les personnes non binaires, du secteur, du design à être plus audacieuses, à oser, à aller chercher, ce qu'elles ont envie d'aller chercher. Et c'est vraiment ça qu'on essaie de développer pour derrière, développer une plus grande, représentation, de la diversité de ce que sont les designs ou de ce qu'est le design, dans les pays francophones. Voilà. Et pour nous, c'est vraiment c'est quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, on va parler avec Lucie d'un sujet qui est crucial, pour réussir à se Vivre de son vendre, activité. son activité, à réussir son activité. Et je pense que, vous verrez dans les prochains mois, on aura, on essaie de faire une conférence par mois pour celles et ceux, pour lesquels c'est la première conférence, on en a une par mois. Et à partir de janvier, on lance un programme de, rôle modèle, donc de personnes inspirantes, et chaque semaine, on aura une mise en avant d'une personne différente sur nos réseaux sociaux, entre autres. Et chaque fin de mois, on aura une table ronde, encore une fois en live. On évite le présentiel chez Women Design de manière à être plus inclusive, et on organise par contre en présentiel, des rencontres et cetera, et c'est ce qu'on fera, au fil de l'année, avec les différents rôles modèles et personnes inspirantes, d'essayer d'organiser des rencontres, dans les différentes villes, de France ou au-delà parce qu'on a, des personnes qui sont dans de nombreux pays. Donc voilà, rapidement, c'était une petite présentation très, très rapide de l'association. On fait plein de choses. On a, des programmes de co-développement, on a, donc, des cycles de conférences. On a ce programme de rôle modèle qui a été labellisé par l'ONU qui démarre en janvier. J'oublie certainement plein de choses, mais voilà, on est une collective très dynamique. On est, aujourd'hui en recherche de plus de bénévoles pour travailler sur le programme de rôle modèle d'ailleurs. Si jamais vous connaissez des gens qui ont envie de s'investir, dans une association, on essaie d'agrandir notre équipe, face au succès non prévu qu'a eu ce programme. Et je vais laisser la parole à Lucie. Lucie, je voulais d'abord te remercier pour, 2 choses. Déjà parce que, après 8 mois, d'existence de ce cycle de conférences, c'est à toi d'intervenir alors que finalement jusqu'à présent c'est bien toi la petite main, les petites mains qui étaient derrière, ce programme-là. Donc merci pour, tout le travail que tu as fait, pour rendre possible ce cycle de conférences, et aussi merci de prendre la parole sur ce sujet qui est, quand même assez difficile, qui est l'argent. Je sais que on parle régulièrement de cette thématique, principalement du coup avec les femmes. Je sais pas, du coup, tu vas nous parler du sujet aussi des femmes et des profils créatifs. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier par rapport à tout ça? Mais c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent, c'est réussir à se vendre et à être fier du montant auquel on s'est vendu. En quelque sorte, j'aime pas je sais pas si c'est le bon terme de dire se vendre, mais en Ouais. tout cas, je trouve qu'il y a un réel besoin d'être fier, d'être payé au juste prix pour notre travail, et je pense que c'est de ça entre autres que tu vas nous parler aujourd'hui. Donc merci beaucoup, merci pour tout, Lucie. Tu es au top, et je te laisse le micro.
Merci Tiens. Johanna. Merci déjà à toutes d'être présentes. Merci à toi Johanna d'avoir été à l'initiative de cette association, puisque c'est Johanna la fondatrice et celle qui a eu cette idée et qui a donné vraiment cette impulsion avec vraiment une force pour fédérer autant de personnes très différentes en termes de parcours, en termes de profil, même de génération. Je veux dire, chez Women in Design, ça va de 20 à 77 plus. On l'a vu la semaine dernière, avec vraiment des profils très différents. Et c'est pas uniquement une communauté d'entre-soi que de designers, mais de toute personne qui a lien avec la créativité et le design. Et ça, c'est important que vous le sachiez parce que justement, on a envie que ce soit beaucoup plus démocratisé et populaire et beaucoup moins finalement dans la culture d'un certain snobisme qui peut parfois apparaître dans le monde du design et de la communication. Alors, avant que je démarre, moi, je ne sais pas si certaines me connaissent, certaines même très bien, puisque je travaille avec elles, je les accompagne. D'autres, je n'ai pas encore eu l'occasion de les connaître. Puis il y en a qui sont de l'association et que je connais déjà bien. Mais voilà, moi, je m'appelle Lucie Lebaz. Donc, mon premier métier, c'est la direction artistique, spécialisée donc, en marque, en branding. J'ai exercé donc dans des agences de renommée assez grande, assez internationale, puisque j'ai vécu à Londres près de 5 ans. Et ensuite, j'ai exercé aussi à Paris avant de lancer mon entreprise de création graphique en 2013. Donc, ça va bientôt faire 10 ans. Et peu à peu, je me suis dirigée en fait vers le développement personnel et l'humain, et j'ai voulu faire le pont entre justement ce qu'était une marque entreprise et une marque personnelle. Lorsqu'on est entrepreneur, en fait, est-ce qu'il suffit simplement de proposer des services, un portfolio ou une offre pour être choisi par son client? Et ça a été une question qui m'a vraiment taraudée pendant plusieurs années, puisque moi-même, j'ai été freelance. Aujourd'hui, je ne me considère plus comme freelance parce que j'ai créé mon propre concept. Mais pendant longtemps, j'ai été freelance dans le sens où voilà, je rendais service à d'autres entreprises par mes services et par mon savoir-faire. Et ça, je sais que ça a été quelque chose parfois assez douloureux pour moi, puisque j'avais un manque de visibilité, malgré mes diplômes, malgré mes certifications, malgré mon expérience à l'étranger, malgré voilà, le fait que je sois bilingue. Enfin, je ne vais pas vous étaler ce que je sais faire. J'avais un CV, on va dire, reconnu, mais ça ne suffisait pas forcément. Et c'est une question qui m'a beaucoup taraudée et à laquelle j'ai réussi à répondre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'accompagne des indépendants, alors beaucoup dans le développement personnel, dans le bien-être. Donc, j'ai beaucoup de coachs qui viennent me voir pour justement créer un marketing plus aligné, mais aussi une vie plus alignée, mais aussi des créatifs, donc des directeurs artistiques qui parfois souffrent de leur activité, n'ont pas forcément envie de retourner au salariat et ont envie d'assumer ce statut d'indépendant, mais c'est parfois difficile d'en vivre et la question, c'est toujours comment avoir plus de clients, comment se démarquer. Et ça, c'est vraiment, on va voir aussi des questions beaucoup du mental parce qu'à la fin, on en devient presque esclave de ces questions. La question aussi de l'argent, c'est une vraie question puisque lorsqu'on se lance, et j'ai été la première à me demander allô? Il y a une coupure? Non, on t'entend Vous bien, on m'entendez? t'entend bien. Ouais, ouais, ouais. Ah, ok, il y a une coupure. La première question, c'est pour ça que j'ai proposé ce sujet aussi à Johanna, c'est que la question de l'argent quand on est indépendant, et même quand on est entrepreneur de manière très large, quel que soit ton statut ou ton expérience, c'est une question qui revient sans cesse. C'est-à-dire combien je dépense pour combien je reçois et combien je vaux pour combien je donne. Et en fait, c'est vraiment cette question de donner-recevoir qu'on va aussi regarder ensemble et à combien je me situe par rapport à quelqu'un de moins cher, mais de plus expérimenté parfois, ou alors quelqu'un de moins expérimenté, mais qui a l'audace d'être plus cher que moi. Comment moi je me situe? Est-ce que je dois aussi faire parfois du gratuit? Oui, non. Ça, ce sont vraiment des questions de fond sur lesquels on travaille en profondeur, évidemment, en accompagnement, mais déjà apporter des éléments de réponse, ça me semblait assez important d'en parler parce que si on parle de vivre de son activité, ça veut dire arrêter de penser aussi en tant que je me vends. Donc, peut-être cette notion de vendre, il y a un côté genre
je suis un morceau sur un marché et j'ai pas envie, en fait. Donc, peut-être amener beaucoup plus d'empathie vis-à-vis de nous-mêmes, mais vis-à-vis aussi de la relation client, comment on la traite. Donc voilà, et ça, c'est un vrai exercice mental, de mindset, parce que lorsqu'on a été, en fait, finalement conditionné à être sous-payé, parfois en agence, ou parfois sur le marché même du coaching, où beaucoup de personnes font des choses gratuitement. Ben, comment on arrive à se situer, en fait, quand toi, tu as simplement envie de vivre, de gagner ta vie, même cette expression, pour moi, elle vrille. On ne devrait pas gagner sa vie, hein, je veux dire, tu ne la gagnes pas, tu l'as, ta vie. Donc voilà, mais comment tu vis de ton entreprise sans te situer dans un extrême ou dans un autre. Donc voilà pour cette rapide introduction. Voilà, moi je sais que j'ai mon entreprise depuis 10 ans, ça n'a pas toujours été rose. Aujourd'hui, grâce à plein de stratégies que j'ai mis en place, grâce à beaucoup de travail que j'ai fait sur moi, parce que j'ai beaucoup investi sur moi, j'ai réussi à passer certains caps qui font que non seulement lorsque j'ai des creux, je m'affole pas en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément quand on est freelance et qu'on n'a pas véritablement travaillé là-dessus. On est toujours un peu en se disant, je suis dans le creux de la vague, est-ce que ça va remonter un jour et tout ça. Et en fait, ça, c'est un véritable exercice aussi de mindset. Voilà pour l'intro. C'est bon pour vous? On y va? Bon, s'il n'y a pas d'objection, on y va. Hein. Je vais partager de nouveau mon écran. Fenêtre. Et voilà. Est-ce que vous voyez bien? Johanna? On voit? On voit? Oui, on voit nickel. Allô? Ok, super. Ça, je vous en ai parlé. Je suis aussi, je vous ai dit, ça fait 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. C'est ce que je vous ai dit. J'ai travaillé pas mal à Londres. Je vais passer parce que je viens d'en parler et depuis peu, puisque j'adore à chaque fois apprendre et puis ça rejoint aussi conjointement mon activité d'accompagnement. Je pratique le yoga et j'exerce aussi depuis très très peu en tant que professionnelle, puisque je viens d'être certifiée prof de yoga. Et d'ores et déjà, si vous avez envie de me suivre, vous pouvez aller me suivre sur LinkedIn ou Instagram avec grand plaisir. Allez, on embraye. Alors, je vous ai parlé des expressions qui parfois me faisaient vriller dans le sens où je me dis, est-ce que c'est juste et est-ce que c'est vrai? Dans la mesure où quand on dit je dois gagner ma vie, il y a une espèce de je dois, donc il y a une espèce d'obligation, donc obligation anti-plaisir, et gagner ma vie, c'est-à-dire je dois mériter ce que j'ai dans mon assiette. Et ça, c'est un véritable conditionnement qui fait que si la personne a refusé ton devis, en fait, tu gagnes pas ta vie et du coup, tu remets en question ta valeur. Et ça, on va le revoir parce qu'en fait, finalement, on a des tics de langage assez inconscients venant de notre conditionnement, notre famille, plein de choses, notre éducation, qui fait qu'en fait, dans notre langage courant, en fait, quelque chose qui finalement est complètement désaligné est une normalité aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est très difficile parfois de sortir de son ego, de son mental, et qu'on trouve tout finalement assez injuste, mais parce qu'en fait, on a été tellement conditionné à accepter de la normalité que finalement, quand on dit je dois gagner ma vie, ah ouais, mais c'est une réalité, quoi. Ouais, mais on peut transformer cette réalité, justement. Donc voilà. Je dois rendre des comptes. Ça aussi, je dois rendre des comptes. Je dois savoir me vendre. Ça, ce sont également des phrases où, en fait, on se demande, mais finalement, à quel moment je me pose la question de combien moi je veux, en fait. Au lieu de se dire combien je vaux, c'est plutôt combien je veux. Et c'est cette question de je dois savoir me vendre, c'est j'accepte en conscience ou inconsciemment, finalement, de me positionner comme un produit de mon marché. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler aussi de branding. Hein. La thématique, c'est les femmes, la marque et l'argent. À partir du moment où on se positionne comme un produit, on ne se positionne plus comme une marque. Et c'est ce qui fait aussi la différence entre une personne finalement vers qui on choisit de valider un devis et vers qui on finit par ne pas valider de devis.
L'argent ne pousse pas sur les arbres. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui fait que, comme ça pousse pas sur les arbres, je vais accepter qu'on me paye 2 francs 6 sous et 2,40 € pour le like. Et ça va faire que vous allez finalement aussi revoir vos standards, mais à la baisse. Et ça, ça fait partie de tout ça, de votre conditionnement, enfin de notre conditionnement, hein. Je m'inclus aussi dedans. Je veux dire, il n'y a pas de souci. C'est quelque chose dans lequel on a toutes baigné parce que c'est du langage populaire, tout simplement. Je Lucie, ne peux pas me le faire. Oui, juste pour te dire oui. que tu as le curseur de ta souris en plein milieu du slide. On a un petit message qui a été envoyé par, voilà, comme Ah, ça on voit bien. et là, ça va mieux? C'est parfait. Parce qu'en fait, quand je touche la souris, je la vois pas, en fait, la souris. Je suis à l'aveugle. En fait, je vous vois même pas là, pour être honnête. Je vois que mon écran. Non, Donc, c'est j'ai une très nickel. bonne imagination. Je vois des millions de personnes. Non, je vous vois toutes dans ma tête. Voilà. Le je ne peux pas me le permettre, c'est aussi ce rapport à l'argent qui fait que parce que je ne pense pas valoir un tel service, je ne me l'offre pas, donc je n'accède pas à ce niveau de qualité. Et du coup, je renvoie aussi inconsciemment cette image que finalement, je ne donne pas de la qualité et je suis au rabais. C'est tout le temps cette histoire d'effet miroir qui nous parfois est complètement inconscient et sur lequel parfois on n'a pas forcément de maîtrise, à part de travailler réellement sur son mindset, évidemment. Mais c'est très difficile. Parfois, encore une fois, on se dit, je ne peux pas me le permettre. La vraie question, c'est, est-ce vrai? Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est réellement ce que tu penses ne pas pouvoir est-ce que tu peux pas te le permettre? Dans ce cas-là, à quel moment tu reprends ton pouvoir pour dire je peux me le permettre parce que je le choisis? Et ça, et c'est de la même manière que lorsqu'on fixe ses prix, c'est je ne peux pas me permettre d'augmenter mon tarif. Je ne peux pas me permettre de non, non. Et c'est toute cette notion de permission, elle est vachement liée à la valeur aussi qu'on s'autorise à avoir vis-à-vis de nous-mêmes et à l'autorisation. Je ne suis pas commerciale. Alors ça, c'est véritablement, je pense que c'est un des points communs qu'il y a entre les métiers du bien-être et les métiers de la création. C'est je ne suis pas commerciale. C'est-à-dire, en fait, en gros, je sais faire mon métier brillamment, mais tout ce qui est lié à l'argent, ne m'en parlez pas. Sauf qu'aujourd'hui, si vous êtes freelance ou entrepreneur sur un autre statut, en tout cas, vous avez décidé d'entreprendre et que vous êtes indépendant, être commercial, c'est pas être commercial, c'est simplement proposer ses services à quelqu'un qui en a besoin. Donc ça veut pas dire venir vendre, taper aux portes avec ses encyclopédies à l'ancienne. C'est simplement comment je crée une meilleure connexion entre moi et mes prospects. Et ça veut pas dire être commercial, ça veut pas dire. Il y a une espèce d'aspect péjoratif à l'idée d'être commercial, comme si la personne, elle avait tout sourire dès que vous lui achetez. Et puis, en fait, c'est un sourire assez faux, assez fake, assez hypocrite. On vous demande pas ça, on nous demande pas ça. Tout ce qu'on demande, c'est en fait d'établir une relation assez sincère pour proposer un service, que ce soit un logo, que ce soit une thérapie, que ce soit du design d'intérieur, du design mobilier, enfin peu importe, là j'axe sur vos métiers, mais à aucun moment on ne peut pas dire que vous n'êtes pas commerciaux. Bien sûr que vous l'êtes, parce que je suis sûre que vous avez tous et toutes déjà fait une première facture. Donc, vous avez déjà vendu vos services. Donc, vous avez déjà commercialisé votre offre. Donc, dire je ne suis pas commercial, c'est pointer du doigt celui qui, selon vous, est commercial et vous n'êtes pas de ce genre-là. À partir du moment où vous vous excluez, en fait, vous vous privez aussi de certaines compétences et vous les mettez en veille que vous avez en vous. C'est pas des compétences liées à la vente, encore une fois, grossières, racoleuses. C'est simplement rétablir un rapport sain par rapport à la demande qu'il y a en face, à quelqu'un qui cherche réellement une personne comme vous qui pourrait l'aider. Et en fait, dire je ne suis pas commercial, c'est de l'hypermodestie et en même temps de l'hypercondescendance. Donc, finalement, de se dire, mais je mets en sourdine des ressources que j'ai, puisque vous les avez toutes. C'est simplement les assumer et revoir le mot commercial. Encore une fois, et
je le sais parce que, je veux dire, je me souviens, même quand je faisais mes études, il y avait toute cette notion de il y a des profils qui sont plus commerciaux et puis il y en a qui sont plus artistes. C'est des conneries, on va pas se mentir, c'est des conneries parce que à partir du moment où vous savez proposer quelque chose, vous commercialisez. Donc c'est tout. Vous avez déjà facturé, vous commercialisez. C'est simplement ça. Vous proposez un service à quelqu'un qui en a besoin, vous commercialisez. Donc dire c'est pas moi, c'est lui, moi je suis gentil, lui c'est le méchant commercial, c'est un leurre de votre mental, de votre Gérard, comme j'ai l'habitude de le nommer, pour celles qui ne savent pas comment je nomme le mental, l'ego, ce qui vous empêche réellement d'accéder à un meilleur niveau de conscience, mais aussi à de meilleurs résultats. Moi, j'appelle Gérard. C'est un petit personnage qui va vraiment vous enquiquiner et qui est une partie de vous qui ne s'assume pas. Donc, on enlève le je ne suis pas commercial, c'est un leurre. Si je fais pas trop cher, je vendrai plus. Alors ça, c'est aussi une manière de se rassurer, en fait, toujours, de se dire, en fait, si c'est le prix le problème, dans ce cas-là, je vais baisser le prix. Mais qui a dit que le prix était le problème? En principe, c'est jamais un problème de prix, c'est toujours un problème de valeur perçue. Encore une fois, votre prix, ça va être aussi la vitrine de votre savoir-faire. Et ça, vous le faites aussi. À partir du moment où vous voyez qu'il y a un bon marketing avec un prix élevé, vous imaginez que le produit, il est stupéfiant et qu'il vaut son prix. Ah oui, il est plus cher que les autres. Voilà. À partir du moment où vous voyez que le produit est sympa, mais il est vraiment bas de gamme, vous dites, pour ce prix-là, je ne devrais pas avoir une grande qualité. C'est la même chose, en fait. C'est la même chose pour n'importe quel service. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des fois de la remise. Ça ne veut pas dire que des fois, on ne peut pas faire finalement du gratuit ou de l'échantillon. Mais c'est, encore une fois, c'est du branding et c'est du marketing. Lorsque vous savez que vous allez proposer de la qualité, pourquoi le faire moins cher? Est-ce que la qualité que vous allez proposer sera moins chère? En plus de ça, j'ai envie de vous poser la question parce que moi aussi, je suis passée dans ces moments où je me souviens à l'époque où je travaillais en freelance avec des agences, ce que je ne fais plus, pour plein de raisons. On m'appelait, puis j'avais un tarif jour, hein, je veux dire comme n'importe quel freelance, et puis on me disait ah ouais mais moi mon budget c'est ça, genre en gros j'ai un carré, toi t'es le rond, on va te faire rentrer le rond dans le carré. Et je n'ai pas forcément tout de suite ma réponse. Et j'étais mais torturée. Est-ce que je dois dire oui? Est-ce que je dois dire non? La culpabilité de dire non. Y aller à contre-cœur. Et puis en même temps de te dire, mais enfin, la qualité que je vais leur rendre, elle sera pas moins chère, enfin, elle sera pas moins élevée. Et des fois, je disais oui. Et puis des fois, je disais non. Enfin, voilà. Et en fait, ça a commencé à se lisser au fur et à mesure du temps. Et puis aussi, comme je vous l'ai dit, j'ai aussi énormément travaillé sur moi. J'ai beaucoup investi sur mon mindset. Mais à l'époque, ma mentalité, c'était voilà, ça va aussi dépendre du job qu'il y a en face, des personnes avec qui je vais travailler, et on verra si j'ai envie de faire rentrer mon rond dans mon carré. Aujourd'hui, j'ai plus envie de faire ça en fait. Et ça, c'est un vrai choix, c'est un vrai positionnement. L'histoire, c'est d'être aligné. Faire un truc moins cher et y aller en dilettante, en se disant franchement, c'est vraiment des crevards, machin. Ça rend jamais des bonnes relations, ça rend jamais des belles relations et ça rend jamais vraiment des projets avec une énergie qui fait qu'il y a un goût de reviens-y. Parce que soit eux, soit vous allez le sentir et ça, vous n'aurez pas forcément l'audace ou l'envie ou le courage de le dire. Mais est-ce que l'un recontactera l'autre? Pas forcément. Les expériences que j'ai eues où j'ai accepté de, entre guillemets, vraiment baisser mon tarif parce que, voilà, il y avait une opportunité, j'avais rien et tout, mais j'y allais à contre-cœur, c'était du suralimentaire. Et que je voyais que les retours clients, ils se multipliaient. Enfin, je veux dire, vous connaissez ça quand on est en agence et qu'on travaille parfois en freelance. Ça devait être 3 allers-retours, finalement, il y en a 15 parce que tu as en face de toi une nana qui ne sait pas gérer son client, qui ne sait pas cadrer, qui machin. Mais tu t'épuises et en fait, tu es vénère et tu es vénère contre qui? Contre toi et en miroir vis-à-vis d'eux. Mais du coup, ça crée des personnes qui sont indépendantes, certes, mais totalement frustrées et totalement
pas heureuses dans leur activité. Donc, c'est jamais une bonne réflexion de passer par je fais pas trop cher, je vendrai plus. C'est un leurre. Et en plus de ça, encore une fois, c'est le savoir-faire de votre prix et le savoir-faire, votre vitrine la vitrine de votre savoir-faire, je vais y arriver. Et il peut vous arriver aussi le sens inverse, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas assez cher, vous n'êtes pas assez crédible et on vous dit bon ben merci, on va prendre quelqu'un de plus expérimenté et de meilleur. Donc voilà. Alors, ça, c'est aussi un sujet que je vois aussi beaucoup chez les femmes. Je vois des personnes qui auraient tellement, réellement, vraiment besoin et aussi envie, dans le fond, de se faire accompagner, de propulser leur activité et vraiment de travailler sur elles, sur leur mindset. Et j'ai constaté ça à 2 reprises, hein, vraiment la même chose. Je dois voir avec mon fils, mon frère, mon mari. C'est-à-dire qu'en fait, moi, en tant que femme, mon activité, comme elle ne rapporte pas encore assez d'argent, bah, je ne vais pas encore en plus investir. Ou en tout cas, comme je le vois pour le moment, c'est une dépense. Donc, je ne vais pas voir ça. Je vais pas pouvoir avoir les fonds. Donc, je vais voir avec mon fils, mon frère, mon mari. Et la plupart du temps, bah, si ces personnes-là ne sont pas soutenues, elles n'y vont pas. Je l'ai vu dans ma famille. Je l'ai vu auprès de personnes que j'ai en call. Si ces personnes ont besoin de travailler sur elles avec un coach pour travailler leur confiance en elles, à côté de ça, si elles n'ont pas le soutien de leur fils, leur frère, leur mari, qui pourrait donc subvenir, pour payer cette formation ou cet accompagnement, elles ne le font pas. Parce que le moindre découragement leur rappelle qu'en fait, elles n'ont pas cette valeur-là, en fait. Elles ne peuvent pas se la donner. En fait, c'est c'est assez triste d'une certaine façon parce que finalement, on sent que ce sont des personnes qui s'auto-emprisonnent en fait, ouais, dans des conditionnements où en fait elles sont pas libres. Et ça, je le vois vraiment avec beaucoup de femmes. Je travaille aussi avec des hommes, mais 97% de mes clientes sont des femmes en accompagnement et je le constate. Donc voilà. Mon entreprise ne génère pas. Ouais, voilà. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Donc, mon mari est décisionnaire. Donc, lorsqu'il s'agit d'argent, je ne suis pas maîtresse. Et mon entreprise venant d'être lancée, il n'est pas question que j'investisse des sommes que je ne me sens pas encore capable même de gagner. Et c'est bien pour ça que ces personnes-là auraient besoin de se faire accompagner, puisque justement, c'est un cercle vicieux dont il faut à un moment réussir à sortir pour se redonner finalement aussi confiance et souveraineté. Quand je parle de souveraineté, c'est reprendre son pouvoir. Et le pouvoir est extrêmement... en fait, c'est tout ce qu'on a finalement. La liberté, on ne l'a pas tout le temps. C'est un leurre de dire on est 100% libre. Voilà. Par contre, le pouvoir, oui, on a quand même beaucoup de libre arbitre. Et à quel moment je me dis, ben voilà, je travaille pendant un mois. On en avait parlé, Johanna, sur cette remarque justement cette anecdote que je t'avais racontée, et on s'était dit justement toutes les deux à quel moment finalement, ok, mon mari ne me soutient pas financièrement pour aller plus loin dans mon entreprise. À quel moment finalement je décide d'aller bosser chez Franprix pendant un mois pour rassembler l'argent nécessaire pour pouvoir investir sur moi et par extension sur mon entreprise. Donc voilà. Et ça, c'est aussi le rapport à l'argent. C'est pas l'argent, le rapport à l'argent, c'est pas uniquement savoir se vendre, c'est aussi savoir investir sur soi pour pouvoir générer de meilleurs revenus. Donc voilà. Et alors là, pépite. Alors là, je pense que vous avez peut-être reçu ma newsletter. J'en ai parlé aussi en post. Je ne peux pas augmenter mon tarif du mon âge. Pour la petite histoire, j'enseigne en école supérieure. Et la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je me souviens plus. Non, c'était la semaine dernière. J'ai animé donc un workshop auprès de master j'étais en binôme avec une autre professionnelle qui a quelques années de plus que moi, qui a dépassé la cinquantaine, il me semble. Et donc on échangeait, puis elle me racontait que en tant que freelance depuis pas si longtemps, mais elle avait une très très belle expérience en agence. Elle avait travaillé dans des très belles agences type BETC, enfin des très très belles agences. Ça fait 2-3 ans qu'elle est indépendante. Et elle me racontait que, vu son âge, on lui faisait bien comprendre que c'était déjà bien qu'on la fasse travailler et qu'il n'était pas question
pour elle d'augmenter son tarif parce que là, elle les ferait totalement fuir, hein. Je veux dire, senior, entre guillemets, et cher, c'était pas envisageable. Et quand elle m'a raconté ça, je me suis dit, mais c'est une blague ou quoi? Et j'y croyais pas, vraiment, j'y croyais pas parce que moi, le monde des annonces, maintenant, il est pour moi assez derrière et je pensais pas qu'il y avait de l'agisme en fait. Et en vérité, il y en a, mais c'est aussi une question de positionnement et c'est une question de est-ce que, j'ai envie de continuer à travailler avec ces entités, avec ces entreprises-là, et est-ce que dans ce cas-là, j'ai aussi l'audace de me dire que justement, ça fait 25 ans que je travaille, 30 ans de carrière, et ben justement, ça vaut pas 400 euros par jour, ça vaut bien même fois 4 ou 5. Et ça, c'est une vraie audace. C'est un vrai mindset aussi à adopter. Mais quand on a été vraiment aussi conditionné à se dire, mais ils sont déjà bien gentils de me faire travailler, machin, je prends ce que machin. En fait, quand on n'est jamais sorti de là, finalement, ça devient même plus choquant de s'entendre dire, ouais, mais je suis trop vieille pour augmenter mon tarif de même 20 euros, quoi. Donc voilà. Donc, il y a un vrai positionnement par rapport à ça, c'est est-ce qu'on l'accepte, est-ce qu'on l'accepte pas, et quelle est en fait la valeur que je vais apporter en fait. À partir du moment où tu as 30 ans d'expérience, forcément tu vas beaucoup plus vite, tu connais tous les rouages, enfin et ça, l'expérience sera toujours la différence. Ça se paye, donc ça a de la valeur. Pourquoi ça devrait se dévaloriser simplement par rapport à un âge? Ça, c'est véritablement aussi donner de la crédibilité à des personnes avec qui, finalement, c'est pas aligné. Et est-ce qu'on a encore envie de travailler avec des personnes comme ça? C'est une vraie question à se poser. Ce que je constate aussi, c'est lorsque on refuse un budget, souvent chez les femmes, et pas forcément chez les hommes, hein. Les hommes ont d'autres biais, mais les femmes, ça va être les je ne les vaux pas. Si on m'a finalement dit non à un budget, ça veut dire que dans le fond, c'est que je les vaux pas, quoi. Ou alors j'ai pas assez de compétences, j'ai pas assez de certification, j'ai pas assez d'expérience, je parle pas six langues, je ne connais pas ce logiciel, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas, je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas. En fait, c'est toujours cette espèce de ping-pong où en fait on revient à soi en se disant mais c'est moi le problème. Pas forcément. Encore une fois, il y a des personnes avec qui vous n'allez pas forcément matcher parce que effectivement la personne dans tous les cas elle voit pas ni l'intérêt ni la valeur et dans ce cas-là c'est parfait, il y a pas de malaise. Tu vois pas l'intérêt d'un accompagnement, tu vois pas l'intérêt d'avoir un logo, très bien. Et bien dans ce cas-là, si tu arrives à travailler sans cela, et bien je suis très heureuse pour toi. Moi je m'adresse aux personnes qui ont envie. Et donc éviter de se dire je ne les vaux pas, je ne suis pas assez. Ça, c'est encore une fois, c'est une histoire de mindset, c'est l'histoire du Gérard qui va se dire bon, alors, si je ne les vaux pas, dans ce cas-là, je vais me remettre à faire 56 certifications, je vais me cacher derrière mes outils et puis je vais proclamer partout sur LinkedIn derrière mes posts que j'ai été certifiée et que je sais faire ça, ça, ça et ça et que je connais tout à la chromie et je connais tout au papier et je connais tout à la thérapie sensorielle et émotionnelle et nanana et machin. Non, encore une fois, on va en parler sur le branding. C'est pas ce qu'on attend de vous et c'est pas ce qui va faire qu'on vous paiera 10 euros de plus de l'heure, quoi. Donc voilà. Et ça vient aussi du syndrome, amis des années 80-90, vous vous souvenez de la petite maison dans la prairie. Moi, j'adorais cette série, mais une qui avait le don de me vénère, c'était quand même Marie. Elle était sympa, mais bon, elle avait quand même le syndrome de cette bonne fille à papa, la fille parfaite de maman. Et je pense que elle m'énervait un peu parce qu'elle me rappelait un peu moi aussi, d'une certaine manière. Et c'est vrai que c'est ce dans quoi finalement on est né, le côté obéissant où on t'a demandé un devis, fais en sorte de cadrer avec le budget, fais en sorte de ne pas être trop en marge, fais en sorte de
pas trop te mettre en avant. Fais en sorte de ne pas avoir l'audace de doubler ton tarif jour parce que la plupart des gens ne le font pas. Et quand je vais voir sur Malte, Malte est une plateforme de freelance connue, juste pour les personnes qui ne savent pas, je vois que la MNDDA se font rémunérer de 350 € de l'heure, de la journée, pardon. Donc, moi, je vais me mettre pareil. C'est le syndrome de la bonne fille à papa et la fille parfaite de maman. Et ça, c'est un vrai conditionnement que je constate aussi en accompagnement, que moi, par lequel aussi je suis passée. Bon, j'avais un petit côté Laura, moi aussi, en plus. Donc, je répondais, moi, à mes employeurs. Ça m'a valu quelques expériences fâcheuses, mais, mais il y avait quand même voilà, pour rentrer dans l'an et avoir mes clients, il faut que je colle exactement au cahier des charges. Et c'est pas comme ça que vous allez ni ressortir, ni véritablement atteindre vos objectifs. Parce que, encore une fois, si vous faites ça, vous êtes dans le mindset de le jour où on vous dit non, alors que vous avez respecté tout, hein, c'est vous le problème. Ah, vous n'avez pas fait assez, en fait. Vous n'avez pas fait assez. Vous n'avez pas été encore assez bien, assez parfaite, assez bonne fille. Donc, en fait, ça, c'est encore finalement la spirale où votre Gérard, il va vous faire chier pendant un moment. Excusez mon langage, mais où il va vous torturer au niveau du tarif et où il va vous amener à vous poser des vraies questions, même d'orientation. Est-ce que c'est le bon job? Est-ce que c'est le bon statut? En vérité, tout ça, c'est du bruit. La vraie chose à transformer, c'est ce syndrome de bonne fille. Soyez des badass, on va en parler. Soyez des badass. Et c'est pas quelque chose que je jette comme ça en l'air. Je le pense réellement. Et j'invite toutes les personnes ici, et comme j'invite toutes mes clientes à s'assumer. Et s'assumer, c'est assumer leurs valeurs, c'est assumer leur prix et à dire qu'elles sont des putains de talents et qu'elles méritent ce qu'elles demandent, en fait. Mais si vous n'êtes pas convaincu de votre valeur, comment vous voulez en fait demander à quelqu'un de la valider? Ce n'est pas à votre client ni à votre prospect de valider votre valeur. C'est toujours à vous. Ça part toujours de vous. Alors voilà, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Si tu réponds à un besoin, c'est-à-dire la personne a vraiment besoin, elle a vraiment envie de travailler avec toi, mais il y a d'autres personnes qui pourraient aussi correspondre et satisfaire son besoin. Pourquoi faire si peu cher? À partir du moment où tu sais que tu peux l'aider, à partir du moment où tu sais que ça va être fluide, à partir du moment où ton expérience client, prospect, prestataire, elle va être canon. La personne, elle va avoir envie de racheter chez toi parce qu'elle n'aura pas forcément envie d'aller ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas curieuse d'aller ailleurs, c'est qu'elle n'en aura pas envie. Donc, pourquoi le faire si peu cher? Ce que tu lui proposes comme expérience, c'est du peace of mind, c'est de l'objectif réussi, c'est du résultat. Donc, à partir du moment où elle peut passer par toi et que toi, tu peux la faire avancer de plusieurs pas en avant, alors ce que tu lui proposes n'est pas cher, il est à sa juste valeur. Encore une fois, pensez à ce que vous allez procurer comme valeur à votre cible, simplement en vous disant, ok, par exemple, cette personne va payer 1 500 € à un logo, je dis ça comme ça, mais derrière, elle aura une super identité qui va faire qu'on aura envie de travailler avec elle. Ça va faire sérieux, ça va faire de bon goût, ça sera pertinent en termes de sens, ça sera remarquable et ça va donner envie aux consommateurs de venir cliquer sur mon site, de venir entrer en boutique. Et ça, pour moi, du coup, les 1 500 €, si derrière, elle en fait 15 000, en fait, en quoi c'est cher? Vous voyez, l'aspect cher, c'est tout est une question de par où on se place. Vous voyez? Et encore enfin voilà, une personne qui va vous dire: «Ah mais un logo c'est cher, 1 500 €». Ouais, oui, si tu les factures à 200 €, oui, le gap il est énorme. Mais si je facturais 15 000 € mon logo, en vérité, c'est pas cher. C'est quelle est la valeur perçue et qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter
à votre client qui va faire que, effectivement, un, il va récupérer ses billes et deux, il va aller encore plus loin. Donc, c'est ce qui fait qu'il aura envie de repasser par vous. Non pas parce que vous n'êtes pas cher, mais parce que vous avez réussi à lui garantir un résultat indirectement. Parce que vous n'êtes pas responsable des résultats de vos clients, mais parce que vous lui avez fourni de la qualité, évidemment, ça vaut son prix. Encore une fois, on achète pas le moins cher, on achète le chemin le plus court vers l'objectif, le plus efficace. On achète une garantie quelque part. Avec cette personne, c'est sûr que ça va bien se passer. Avec cette personne, c'est sûr que le résultat, ça va être un kiff. Je vais être fière de mon logo. Avec cette coach, je vais me sentir tellement mieux. Je vais pouvoir mieux dormir. Je vais avoir une meilleure relation avec mon mec. Je vais avoir, ou avec ma nana, je vais avoir une meilleure confiance dans mon travail. Du coup, je vais pouvoir demander cette augmentation à mon boss. Donc, ce que je vais investir dans cette thérapie avec cette coach de vie ou avec cette énergéticienne, évidemment, oui, ça va me coûter là 1 500 €. Mais derrière, le retour sur investissement, il sera tellement plus, que en vrai, c'était pas si cher. Et c'est pas une question de cher, c'est une question de qu'est-ce que ça va me garantir derrière. Alors souvent, on a le cas quand on établit ces prix, c'est souvent le cas 1, OK, je reste accessible, comme ça je suis au plus grand nombre et je suis OK avec cela. Donc c'est le cas aligné où en fait on se dit, ben voilà, j'ai des tarifs. Moi, je connais des personnes qui, voilà, parfois ont baissé leurs tarifs et ils étaient parfaitement alignés avec ça. On crée des offres plus accessibles pour avoir une palette d'offres et pas uniquement des offres, on va dire, plus premium, mais des offres aussi accessibles. C'est parfait, très bien. Ça, c'est le cas 1 quand vous êtes aligné. Mais là, si vous êtes aussi aujourd'hui là et qu'on se parle, c'est que parfois, même peut-être souvent, vous êtes dans le cas 2. Donc, c'est-à-dire, je ne suis pas tout à fait certaine de la valeur que j'apporte. Alors, je lance un prix bas au hasard parfois, qui ne m'implique pas trop et ne les implique pas non plus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bon, ben voilà, comme je ne suis pas trop sûre de ma valeur, ou je ne vais pas faire trop cher. Donc, du coup, je ne m'implique pas, je ne garantis pas le résultat, en tout cas la valeur que je mets sur la table. Et comme ça, eux non plus, s'ils achètent, ils m'en voudront pas de ne pas avoir atteint l'objectif. Sauf que, encore une fois, c'est pas parce que vous vendez un produit 1 € que ça doit être de la merde. Donc, c'est encore une fois, c'est une histoire aussi d'image de marque. Moi, il m'est arrivé d'acheter parfois même des méditations à 1 €. Je me suis pas dit que ça allait être de la merde, en fait. Je me suis dit, cette personne, j'aime bien son contenu. 1 €, ça m'implique pas. Au pire, on s'en fout. Mais j'étais à chaque fois, en fait, ça dépend de la qualité de ce qu'on envoie et du branding, encore une fois. Mais ce que j'ai acheté parfois, c'était pas bon. Et puis des fois, c'était très bien pour 1 €. Tu vois? Et c'est encore une fois, c'est pas parce que vous allez faire quelque chose de pas cher qu'on va forcément, un, l'acheter et deux, que de votre côté, que vous devez proposer quelque chose de moins bonne qualité. Soyez toujours en accord avec vos prix et pourquoi vous le faites. Si c'est une énergie de manque, et là on va parler un peu loi de l'attraction et tout ça, mais si c'est une énergie de manque qui gouverne vos décisions par rapport à votre prix, ça sera jamais bon. Vous allez toujours vous prendre un retour de bâton de la personne qui va encore plus vous marchander, de la personne qui va pas vous payer, enfin voilà. Et ça sera partie de votre énergie de manque. Si vous assumez votre énergie d'abondance, c'est-à-dire je vaux ça, je veux ça et je l'assume, alors vous allez aussi avoir des personnes qui vont correspondre et matcher avec cette énergie. Vous allez peut-être avoir des personnes qui vont vous dire, pour moi, c'est trop cher, c'est OK, on ne reste pas là-dessus, on vous a attiré d'autres personnes et des personnes qui vont vous signer. Mais si vous vous attardez sur convaincre des personnes qui ne voient pas votre valeur parce que vous-même, vous ne la voyez pas, mais vous allez vous épuiser et vous n'arriverez pas à vivre de votre activité parce qu'à long terme, c'est épuisant en fait. Et c'est normal que ce soit épuisant. C'est un gouffre. Donc,
Donc voilà, encore une fois, être aligné avec ses prix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais prix, mauvais positionnement, quoi. Quand on me dit comment tu fixes ton prix, ben, demande-toi combien tu veux aussi, en fait, par rapport, effectivement, ce que tu penses apporter comme valeur, mais surtout combien tu veux. Pas, ben, je suis pas sûre de la valeur que j'apporte. Une fois, on m'a dit que c'était pas terrible, alors ben, je vais baisser mon tarif. Ou voilà. Ça veut pas dire repasser non plus dans l'autre extrême où je laisse mon ego prendre la décision de mes prix et je mets 3 zéros sur quelque chose qui normalement, au fond de moi, je sais que ça en vaut 10 fois moins. Donc, encore une fois, être très au clair et très en conscience par rapport à pourquoi on le fait, mais vraiment. Et ça, c'est des vrais questionnements que je fais aussi en accompagnement parce que derrière un prix, il y a une mentalité, il y a une intention, il y a un mindset et il y a surtout une énergie. Et l'argent, c'est de l'énergie. Souvent, quand on a peur, je vais parler de la tartine d'amour et la tartine de merde, parce que souvent, quand on a peur aussi de recevoir et de donner, en fait, ben, c'est cette histoire de si je suis pas finalement, je vais donner beaucoup de mon temps et beaucoup de ma valeur, mais j'ai peur des critiques, j'ai peur que ça soit pas assez, j'ai peur aussi du rejet, qu'on me dise non finalement. Et donc finalement, ça va être, je me cache derrière ben, soit beaucoup de gratuit. Donc, je suis à l'aise que dans le gratuit. Donc, je veux pas ma tartine de merde. Donc, je veux pas me sentir rejetée lorsque je vais proposer un prix. Donc, je vais juste donner ma tartine d'amour, mais le canal recevoir, il est bloqué. Donc, les personnes qui, finalement, ont aussi un problème par rapport à recevoir quelque chose, demandez-vous en fait si vous êtes OK avec l'idée d'avoir des noms en fait, des noms, ça les vaut pas, et voilà. Et ça c'est un c'est une vraie histoire de tartine d'amour et tartine de merde parce qu'à partir du moment où on donne quelque chose, on donne un prix, on donne de la valeur, on donne du contenu, on donne des conseils. Faut être OK et on donne un prix, hein, c'est ce que je viens de dire. Faut être OK avec recevoir parfois, même parfois souvent, la tartine de merde. L'argent, ça va être toujours comme ça. C'est un canal donné, un canal recevoir. Mais le canal donné et recevoir, il marche aussi avec ce qu'on n'a pas envie de recevoir et ce qu'on a envie de recevoir. En fait, l'idée, c'est toujours de se dire qu'en fait, peu importe ce que je reçois, c'est toujours bon et ça me fait toujours avancer. Donc finalement, la tartine de merde, elle est que dans ma tête. Même quand je reçois un non, c'est une occasion, une opportunité pour moi de me dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'apporte et de resserrer l'étau avec qui j'ai envie de travailler. Encore une fois, je vous parle de tartine de merde parce que recevoir aussi, c'est un acte de générosité. Je pense à toutes ces personnes qui n'osent pas encore afficher leur prix ou donner leur prix, ou alors lorsque on leur dit mais combien tu factures, elles esquivent un peu la réponse, elles osent pas, voilà, elles osent pas se planter. Recevoir et encore une fois donner, c'est vraiment un acte de générosité. Donc à partir du moment où on vous pose cette question-là, demandez-vous si vous êtes prêt à être généreux vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire, est-ce que ce que vous dites vouloir, c'est-à-dire plus de clients, plus d'argent, plus un meilleur chiffre d'affaires, est-ce que vous êtes prêt à le recevoir? Si vous n'êtes pas prêt à le recevoir, c'est peut-être que c'est pour ça que vous n'êtes pas prêt à l'assumer. Et pourquoi? Parce que vous n'êtes pas prêt à recevoir non plus le potentiel rejet, ce que vous identifiez comme un rejet, qui en vérité n'en est pas. Je veux dire, personne ne rejette personne. On peut juste dire non et il n'y a rien de personnel. Encore une fois, même en anglais, on dit business is not personal. Et ça, c'est un des trucs qu'il faut aussi retenir, c'est que l'argent, il n'y a rien de personnel. C'est l'affaire personnelle qu'on en fait dès lors qu'on y voit de la valeur vis-à-vis de nous-mêmes, qu'on doit consulter quelqu'un qui nous dit oui ou non pour payer la prestation ou un accompagnement ou une formation ou un logo ou peu importe. Mais en vérité, l'argent n'a rien de personnel. Le business n'est pas personnel. Mais à partir du moment où vous êtes généreux vis-à-vis de vous-même, eh ben, les prix que vous affichez, vous les assumez en fait. C'est des prix d'amour, c'est les prix que ça vaut. C'est des prix où, en fait,
oui, c'est des portes d'entrée où vous allez emmener vos clients beaucoup plus loin. Donc, à partir du moment où vous êtes dans cette énergie-là, on peut recevoir. Et effectivement, par cette énergie, vous allez aussi filtrer ben, les personnes avec qui ça va fitter et d'autres avec qui ça va pas fitter. Si vous êtes à chaque fois en train d'essayer de convaincre des personnes que votre service il est utile pour eux parce que ben voyez cette personne elle voit pas encore, elle a pas compris qu'elle avait besoin de moi. Là, vous êtes carrément dans le manque et dans la lutte, mais demandez-vous à quel moment vous êtes généreux vis-à-vis de vous-même et de votre énergie, ok, et de votre temps. Donc, encore une fois, un client de cœur, c'est pas un client qui cherche à être convaincu, en fait. C'est un client avec qui ça fit. C'est comme quand vous allez en date, je ne sais pas s'il y a des célibataires dans la salle, mais vous n'allez pas, encore une fois, convaincre la personne en face parce que vous êtes la parfaite personne pour elle. Non, encore une fois, demandez-vous ce que vous voulez et si cette personne est bonne pour vous aussi. Est-ce qu'elle fit avec ce que vous recherchez? Donc la première chose, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est d'être aussi son premier client. Donc être convaincu et pas attendre que ce soit vos clients, vos prospects qui vous valident. Donc être convaincu de son offre, c'est aussi se dire, ben, en fait, moi, un truc comme ça, je l'achèterais. Mais vraiment. Parce que voilà. Et s'il y a une partie de vous qui commence à vous embrouiller, là, vraiment, si Gérard il commence à vous faire de l'embrouille, genre en mode ouais, je sais pas trop, ouais, mais tu vois sur les réseaux, ouais, mais enfin, je sais pas, mais si moi je serais acheteuse, bah ça y est, là, il y a un vrai nœud au niveau mindset. Soyez votre premier client. C'est à vous de valider votre offre. Et derrière, parce que vous allez la tester, on va l'acheter. Mais ça ne veut pas dire que, un, elle est tout de suite impertinente et que deux, c'est à vos prospects de la valider. Non, c'est à vous d'être votre premier client. Rompre aussi avec les mémoires collectives et ce que le cerveau a enregistré comme étant la norme sécuritaire. Alors, je vous en ai parlé, je ne vais pas faire ma grosse féministe parce que, bon, j'ai des tendances féministes, mais je ne suis pas une ultra féministe dans la mesure où j'aime les hommes et je les inclus beaucoup dans la progression paritaire. Mais c'est essentiel pour moi de vous rappeler simplement qu'on a toutes des mémoires collectives et moi-même, ayant travaillé sur pas mal de mémoire collective avec des énergéticiennes et tout ça, je vois que je proviens quand même d'une grande lignée où les femmes, elles étaient au fourneau à cuire des haricots. Donc, vous moquez pas. Hein. Et qu'en fait, moi, je suis juste en train de casser finalement cette génération où ben voilà, la femme, elle se mariait à 22 ans, même parfois plus jeune. Elle faisait pas forcément d'études, elle gagnait encore moins sa vie, elle s'assumait pas. Et ça, c'est aujourd'hui, je vous en parle parce que même si vous êtes aujourd'hui indépendante, vous êtes certainement aussi impactée par ces mémoires collectives parce que c'est universel. Encore une fois, faut se rappeler que les femmes chassaient aussi et ramenaient le petit gibier qui équivalait à 70% des ressources du foyer. Et on oublie souvent que ce que l'homme ramenait, hein, regardez un beau portrait de nous à une certaine époque, les hommes, ils sont là-bas, ils visent la petite chèvre là-bas, enfin, je ne sais pas si c'est une chèvre ou un lama, et tu as les femmes qui ramenaient quand même du gibier. Ne pas sous-estimer en fait sa puissance en tant que nana, en tant que femme, et se dire que, en fait, vous avez aussi du pouvoir et le pouvoir de vous choisir, le pouvoir de choisir vos prix, le pouvoir de choisir d'investir sur vous, le pouvoir de ne pas attendre justement que ce soit vos clients ou même votre homme ou votre conjoint, vous valide. Encore une fois, on a été vachement impacté par ça. Et moi, il m'a fallu beaucoup de temps personnellement avant que j'investisse sur moi. Aujourd'hui, j'investis énormément sur moi, sur mon entreprise, sur mon bien-être. Il y a quelques années, ça me paraissait impensable. Et pourtant, je veux dire, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais fauchée comme les blés, mais après, ça a été mieux. Et même quand ça a été mieux, j'étais dans le manque
pendant longtemps. Pourquoi? Parce que j'étais très impactée et très inconsciente, en fait, du pouvoir que j'avais, en fait. Et le je peux pas me le permettre, pour moi, il était dans ma bouche tout le temps. Je peux pas me le permettre, je peux pas me le permettre, je peux pas me le permettre, je peux pas prendre des vacances parce que là, j'ai pas de visibilité. Je peux pas m'acheter ça parce que ça équivaut à 4 jours de travail. Je peux pas faire ça, parce que lui, il m'a pas rappelé, il m'a pas signé mon devis. Je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas. J'étais tout le temps là-dedans. OK? Et en fait, être dans une énergie aussi d'abondance, c'est aussi assumer que si tu peux, en fait, tu peux changer les choses. Il faut accepter aussi de se donner, donc de générosité vis-à-vis de soi-même, accepter de recevoir, peu importe, de se dire que oui, je prends des risques, donc j'investis sur moi. Est-ce que je suis un pari risqué? Ça, c'est une vraie question. J'investis sur moi. Est-ce que je suis un pari risqué? Est-ce que je suis un cheval du PMU sur lequel je n'ai pas du tout envie de miser, ou au contraire, je crois en moi et j'investis sur moi et je continue à investir sur moi et à m'offrir des choses qui me font du bien et qui me font que mon business et moi, en fait, mon business étant une extension de moi, me nourrit et me font du bien. Aujourd'hui, encore une fois, et j'avais envie de presque d'en faire une publication, je pratique des cours de yoga, j'en donne, mais je pratique des cours de yoga dans un studio qui, on va pas se mentir, est assez premium. Il y a quelques années, ça aurait été hors de question d'imaginer mettre autant d'argent dans du sport, de l'activité physique. Enfin, voilà. Pour moi, une bonne paire de baskets, ça suffisait. Et en fait, parce que j'ai décidé d'être beaucoup plus généreuse vis-à-vis de moi-même et de changer aussi un mindset, une croyance où en fait, la femme, c'est celle dont on se préoccupait le moins. Non, j'y avais le droit en fait. Tout n'était pas une question de lutte, de décision. Est-ce que je prends des risques? Est-ce que je prends pas de... Non, j'en ai envie, je le fais. J'en ai envie et j'en ai besoin, je le fais. Ça me nourrit, je le fais. Et je sors de ça. Et à partir du moment où je sors de soi, où j'investis sur moi, j'invite aussi les personnes à investir sur elles. À partir du moment où j'ai investi sur moi plusieurs milliers d'euros, pourquoi ce que je vais proposer devrait coûter zéro, devrait coûter rien du tout, devrait être bradé. C'est de la même manière que lorsque on a fait même des études ou des formations. Moi, je sais que, encore une fois, mes études, elles ont coûté quand même de l'argent, pas mal d'argent à mes parents à l'époque. C'était mes parents qui m'ont payé mes études. Il n'était pas question pour moi, et c'est bien pour ça que j'ai jamais travaillé gratuitement, il n'était pas question pour moi, vu l'investissement financier que ça représentait, que je travaille gratos juste pour la gloire ou juste pour avoir un nom d'agence sur mon CV. Il n'en était mais même pas question. Même quand je suis partie à Londres, que je parlais l'anglais comme une vache espagnole, j'ai exigé d'être payée en tant que stagiaire. Et j'ai été payée en tant que stagiaire parce que pour moi, il n'était pas question que, parce que j'avais investi d'un côté, je donne gratuitement sans reconnaître ma propre valeur et la valeur surtout que j'apportais à l'extérieur. Si j'étais embauchable, si on me proposait des projets, ça voulait dire que j'apportais de la valeur. Pourquoi, dans ce cas-là, cette valeur, je ne la reconnaissais pas? Le meilleur moyen de reconnaître une valeur, c'est aussi de la faire passer par l'argent. Donc, aussi, l'autre chose par rapport aux mémoires collectives, c'est une femme qui gagnait plus d'argent, c'était à une époque, c'était une prostituée. Donc, l'aspect je me vends, on va peut-être essayer de transformer cette croyance en je me vends pas, je propose des services et j'aide, j'accompagne. Mais je me vends. Et pourtant, je vous dis, je fais du personal branding, donc il pourrait y avoir de la déformation, mais non, le personal branding, c'est pas se vendre, c'est proposer des services au travers de qui vous êtes. Ça n'a rien à voir avec vous, avec un prix sur votre front. Et aussi sortir il y a aussi une génération de personnes, de femmes, qui faisaient des hautes études et devenaient tout de suite mères au foyer, pourvu qu'elles ne travaillent pas. Et ça, je l'ai aussi constaté aussi au travers même d'histoires personnelles de mes clientes aussi, qui m'ont confié ça. C'est aussi une génération, c'est aussi un contexte socio-culturel, mais se détacher de ça, s'assumer pleinement, c'est aussi une vraie décision que de rompre avec ce schéma
et de rompre et d'abandonner ce schéma d'une certaine façon, sans culpabiliser, sans se dire je trahis ma tribu, mais simplement se dire ben voilà, aujourd'hui j'ai le droit de me créer mon propre destin et ma vie sur mesure. Parce que souvent, du coup, on associe donc l'argent à du pas propre, à du pas gentil. Ah, il m'a pas fait un bon prix, il est pas gentil. Ah, la facture chère, elle est méchante. Ou du pas honnête, ou du problème, ou alors, comme je vous l'ai dit, du rejet. Si on vous dit non, on le prend tout de suite parfois personnellement si on n'a pas travaillé sur soi. Et là, c'est la fête à GG, c'est la prix GG Night. Et donc, on s'en donne à cœur joie. Pardon, j'ai un peu sauté mes slides. Donc, il faut se rappeler vraiment que l'énergie, c'est l'argent. C'est rien d'autre que ça. Avant les pièces, avant les transferts bancaires, c'était le troc. Et c'est toujours dans cette énergie de qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois, et surtout dans quelle intention. Dans l'intention de faire passer le message que je ne le vaux pas, ou dans l'intention de je vais aider et je sais que ma solution, cette personne en a besoin. Donc, à partir du moment où je veux l'amener plus loin, elle vaut un prix et ce prix-là, j'en suis décisionnaire. Alors, bien sûr, il y a le jeu du miroir et ça, c'est quelque chose que j'utilise évidemment en coaching. Le jeu du miroir, c'est toujours se demander, à partir du moment où on critique quelque chose ou quelque chose nous irrite, se demander si c'est pas quelque chose que vous-même ne faites pas ou n'assumez pas. Encore une fois, c'est si tu te reconnais, ben, tes clients te reconnaissent. C'est vraiment c'est du flip-flop. C'est à partir du moment où tu commences à pas te reconnaître que tu vas commencer à essayer de convaincre. Et si tu essaies de convaincre, c'est que toi-même t'es pas convaincu. Donc c'est un espèce de cercle vicieux. Donc véritablement se poser vraiment ces questions-là. Tu vois le potentiel de tes clients et ils voient le tien. Et là, je ne parle pas qu'en coaching. Hein. Quand je parle de potentiel, moi, des fois, je travaille avec des startups voilà, qui n'ont pas non plus des budgets de ouf, mais qui ont une réelle ambition, un vrai potentiel. Le fit, il passe tout de suite et je les considère aussi bien. Je veux dire, je les traite de la même manière en réunion que si c'était Bouygues Télécom qui me donnait un budget à 6 chiffres. Pour moi, c'est pareil. C'est voir le potentiel de ses clients et revenir à la valeur que je vais leur apporter. Encore une fois, c'est du coup aussi une question de confiance, de crédibilité. Tu te donnes de la crédibilité, tu te fais confiance. En miroir, on te fait confiance. Et si on vous dit non, ça n'est pas contre vous qu'on dit non. C'est la personne qui se dit non, en fait. Quand on me dit non, je ne peux pas, non, c'est pas à moi qu'on dit non. C'est la personne qui se dit non. Quand on me dit ouais, je vais réfléchir, ouais, c'est pas avec moi que tu vas réfléchir, c'est vis-à-vis de quand tu as envie d'y aller, en fait, à partir de quand tu te dis que tu as envie de vraiment pulser et de passer un cap. Donc, c'est jamais vis-à-vis de moi, en fait. Moi, on me donne une réponse, mais c'est vis-à-vis d'eux-mêmes, en fait. C'est pareil pour vos clients. Quand on vous dit non, quand on vous dit je vais réfléchir, c'est pas vous, en fait. On vous donne une réponse, mais c'est pas pour vous, c'est pas vis-à-vis de vous-même, en fait. C'est pas à vous qu'on dit non. Finalement, c'est à eux qui disent non. Et pareil, tu prends tes responsabilités, ils prennent les leurs. Donc, quand vous affichez un prix, encore une fois, qui n'est pas aligné, demandez-vous quelles conséquences ça peut avoir. Quand j'accepte un job où j'ai pas envie d'y aller, demande-toi les conséquences que ça peut avoir. C'est rarement bon. J'ai rarement vu des jobs où j'y vais sans me poser la question des conséquences. Donc, je ne prends pas mes responsabilités. Et après, j'accuse finalement l'agence d'être méchante, d'être pas juste, voilà, et je me positionne en victime. Ça, c'est ce que j'ai vu aussi beaucoup en créa. Je le vois aussi dans le monde du coaching. Quand le coach prend pas ses responsabilités ou le coaché prend pas ses responsabilités, ça fait des relations très désalignées avec beaucoup d'aigreur à la fin parce que le contrat, la promesse n'a pas été tenue. Je vous ai parlé de combien tu vaux versus combien tu veux versus combien tu vaux. Ça, c'est une vraie question. Encore une fois, il n'y a pas un prix à mettre par rapport à. C'est toujours cette histoire de juste prix, comme l'émission de Patrick Roy dans les années 80. C'est toujours, en fait, finalement, quel est le prix qui est juste selon vous? Et pas parce que vous avez peur de perdre le client. Je vous rappelle ça, attention. Hein. C'est
c'est vraiment quel est le prix, selon vous, que ça vaut. Voilà, ce que ça va apporter comme valeur, mais véritablement, objectivement, sans prendre en compte Gérard qui essaie de vous faire flipper. Si tu mets ça, ça va pas le faire. Et nanana, tu vois. Donc, vraiment, se demander combien je veux versus combien je vaux. Si tu demandes à Marie-Josette, elle va te dire ça, ton logo, il coûte 2 euros. Si tu demandes à André, il va te dire oh, peut-être 300. Et puis si tu demandes à Myrtille, oh, je donnerais peut-être 600. Et puis le jour où Mercure rétrograde et que la Lune, elle n'est pas pleine, et ben du coup, elle t'enlève 50 de moins. Donc en fait, ne pas te demander par rapport à ce que les gens sont prêts à payer, mais ce que toi, tu es prête finalement à envisager comme valeur et ce que tu penses être juste pour toi et pour eux, par rapport à ce que ça va leur apporter, là où ça va les emmener. Je sais que moi, j'ai des accompagnements qui, avec plusieurs, évidemment, avec plusieurs tranches, entre guillemets, de prix, selon l'implication, selon le temps et selon la transformation visée. Un accompagnement en 5 séances, évidemment, n'aura pas ça ne sera pas la même transformation qu'un accompagnement de 3 mois complet, de la même manière qu'un individuel et du collectif sont très intéressants, mais n'apportent pas les mêmes transformations. C'est pas moins bien, moins mieux, c'est juste différent à partir du moment où tu as perçu le besoin de ton client et donc là, tu peux lui faire une proposition qui te semble juste pour toi et juste pour lui. L'idée, c'est pas de lui vendre le plus cher ou le moins cher, mais qu'est-ce qui est le plus juste. Encore une fois aussi, c'est de trouver son prix de cœur et non pas et versus son prix d'amis. Son prix de cœur, ça va être la fourchette dans laquelle vous vous dites, mais évidemment, ils vont acheter. Évidemment, c'est juste c'est un prix de cœur, c'est le coup de cœur. Et le prix d'amis, c'est ce que tu vas faire à discrétion lorsque quelqu'un t'as envie de finalement travailler avec ce start-upper parce que son projet, il t'inspire, le mec est super cool, tu sens que ça va bien se passer et ça serait dommage de passer à côté pour une différence de 500 euros et donc tu lui fais une remise. Ça peut se faire aussi. Voilà. Alors, je vous ai mis quelques phrases pour vous aider aussi en termes de mindset. J'ai pas trop abusé, comme ça j'ai de la chance d'être choisie. Comment on pourrait transformer ça? C'est mon prix n'est pas un abus, c'est le reflet de mon savoir-faire. Je vais un peu vite parce que je sais que l'heure tourne. J'ai un peu dépassé le temps. Ils se sont engagés avec quelqu'un de plus cher. Et là, j'ai envie de vous demander quel est mon engagement lorsque je me brade, entre guillemets. Donc, encore cette question de miroir. J'ai pas osé parler de prix. Ok. Du coup, plutôt se dire, mais en fait, quel est votre budget pour cette prestation? Plutôt que, il n'y a rien d'agressif que de parler de prix quand quelqu'un vous demande comment vous travaillez. Lui demander quel est son budget, c'est aussi situer où la personne se place. Quand on me dit ah bah je sais pas, j'ai pas connaissance des prix. Ok, très bien, 1 million de dollars pour ton logo. Et là tout de suite la personne elle reçoit un électrochoc. Ah bah non, j'avais visé plutôt 1 000 euros. Ah bah voilà, donc oui, tu as une question de budget. Provoquer un peu vos prospects. C'est OK de la jouer un peu provoque, c'est OK de créer un peu un lien aussi où vous renvoyez la responsabilité à l'autre, en fait. Me dire, j'ai pas de budget, j'ai pas de notion des prix, je peux comprendre, mais dans ce cas-là, si je te facture 1 million de dollars, tu dis oui. Ah ben non, non, pas forcément. Ah ben ouais, ok, on arrête l'électrochoc, très bien. Mais vraiment, osez poser les questions. C'est comme ça que vous allez aussi avoir de la clarté. Pensez aussi que votre prospect, il vous interviewe, mais vous aussi, vous l'interviewez. Vous aussi, vous essayez de situer où se place votre prospect dans l'échelle de la motivation, dans l'échelle de l'investissement, dans l'échelle de je te fais confiance et je me fais confiance. Osez poser les questions. C'est mon ami, je ne peux pas facturer, ça ne se fait pas. Alors ça, je l'ai souvent entendu, je l'ai même entendu pour de la famille. C'est aussi une question de respect de sa relation, sa relation avec la personne. Dans ce cas-là, parce que ça vous fait plaisir, peut-être que vous pouvez envisager un prix d'amis, mais seulement si ça vous fait plaisir. Sinon, vous n'en avez pas forcément l'obligation. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Et ça, il y a aussi un gros conditionnement sur la culpabilité. Oh, c'est quand même un ami, il me l'a pas fait. Ça peut être l'expression de il m'a pas fait de cadeau.
Mais enfin, le cadeau, c'est justement respecter mon travail et respecter ma relation avec toi et faire en sorte que ça soit fluide. Si j'ai envie de te faire un prix parce que ça me fait plaisir, je le fais, mais pas parce que j'ai peur de te perdre. Ils souhaitent m'avoir sur leur projet, mais je ne pense pas qu'ils aient le budget. Très bien, j'apporte de la valeur à leur projet, je la reconnais, je vais leur faire une proposition. Alors, la question, et ça, je m'intéresse beaucoup aux freelances. Vendez-vous votre. Ah, aussi aux personnes du bien-être, parce que quand vous facturez beaucoup parfois à l'heure. Vendez-vous votre temps au kilo ou une proposition de valeur? Encore une fois, moi, c'est des questions vraiment que je me suis posées quand j'étais freelance. Je me dis, mais en fait, attends, quand j'ai travaillé 20 minutes, je facture 20 minutes, mais c'est ridicule. Et quand j'ai travaillé 15 minutes de plus, je facture 1h15. On facture pas on facture pas du temps au kilo, quoi. On facture une proposition de valeur. Donc réfléchissez comment vous pouvez aussi optimiser vos offres. Évidemment, c'est quelque chose que moi je fais aussi avec mes coachés. On regarde comment on peut optimiser les offres, les packager, parce que effectivement, le prix au kilo ne vous fait que vous ramener sur l'étagère du kilo de carottes et des bananes où vous êtes un produit de nouveau. Et donc, vous n'êtes plus une marque de valeur et une marque de prestige. Donc, quand je vous parle de marque, voilà, c'est aussi comment le branding peut aider aussi vous, les femmes, les indépendantes, les entrepreneurs, à créer plus d'argent. Donc, j'ai envie de vous faire jouer à plusieurs rôles. Si vous étiez une star comme Beyoncé là, qui vient de lancer un nouvel album, hein, comment ça serait quoi l'état d'esprit? Elle s'excuse pas d'être là, elle illumine, elle se sait désirée. Pour elle, faire de l'argent, c'est être dans une énergie artistique et humaine, comme la danse, le chant. C'est une conversation avec l'autre. Donc, il y a plusieurs caractères. Vous pourrez me mettre dans le chat celle dans laquelle vous avez envie finalement de vous incarner pour vous aider. Il y a l'Amazone. L'Amazone. Alors, l'Amazone, c'est une souveraine. C'est un peu une guerrière aussi, hein. Elle exprime ses idées, elle met en avant ses armes, donc sa vision, son écoute, l'observation du terrain, sa capacité à trancher. Son prix, c'est un bouclier et un filtre. Et l'argent, pour elle, elle est comme sur un territoire. Il est à gagner, à garder et à faire grandir. Quand on gagne de l'argent, après, le challenge, c'est de savoir le garder. Et ça, c'est pas forcément tout le monde qui sait le faire. Et c'est aussi le savoir le faire grandir. C'est-à-dire que quand on commence à avoir une entreprise qui commence à vraiment être en croissance. Et en croissance, ça ne veut pas dire faire des millions et des millions d'euros, c'est simplement avoir plus de clients et plus de demandes et avoir du coup un meilleur chiffre d'affaires. Comment je fais grandir finalement ce territoire, ce patrimoine, peut-être en investissant sur certains outils, sur certaines compétences, sur quelqu'un qui va pouvoir m'aider, m'accompagner, me soutenir. Il y a la diva, yes, Maria. Alors, elle ensorcelle, elle marque, elle exige. Pour elle, l'argent, c'est pas un sujet. Elle demande, elle obtient. Elle est complètement dans l'abondance. Il suffit que elle proclame et elle obtient tout de suite. Et ensuite, il y a la businesswoman. Elle a un plan, elle a un tableau de prix. Elle prend la négociation comme un jeu. Et c'est comme ça que vous devriez le faire. La négociation, c'est toujours un peu un ping-pong où les deux finissent par être win-win. On finit toujours. Une bonne négociation, c'est une négociation où les deux ont eu le sentiment d'avoir gagné. Ça, c'est pas de moi, c'est dans les bouquins de finance. On vous le dit. Une mindset sur l'argent. Voilà, elle troque, mais elle repart toujours gagnante. Demandez-vous quand vous dites oui à une agence qui vous a bradé votre prix et que vous y allez en contre-cœur le lundi matin. Demandez-vous si vous avez vraiment envie, si vous êtes vraiment dans votre jeu de négociation ou vous êtes juste en train de vous consoler en vous disant c'est quand même bien, je bosse. Donc voilà. Alors, évidemment, ce qui va énormément vous aider, et là, je vais vous parler en profondeur de votre singularité, c'est ce qui va aussi définir, vous distinguer de vous en tant que marque et de vous en tant que produit. Souvent, on se dit, si j'arrive pas à me montrer unique, est-ce que je le suis réellement? Donc, est-ce que je suis légitime pour demander autant d'argent? J'ai signé Gérard parce que Gérard, je vous ai dit, c'est l'enquiquineur qui est dans votre tête et qui va mettre des freins partout et qui va faire que tout ce que même je suis en train de vous raconter, il va le décrédibiliser en moins de deux.
votre singularité, encore une fois, c'est pas vos compétences, c'est même pas votre savoir-faire, c'est quelque chose qui, demain, vous faites un autre métier. J'ai l'habitude de donner l'exemple de si je deviens éleveuse de chèvres, est-ce que ma singularité restera? Bien sûr. Évidemment, elle restera. Et au-delà de ça, il y aura mon histoire, mes valeurs, mon univers. Les personnes qui sont ici dans l'audience et qui ont travaillé avec moi, elles savent exactement de quoi je parle. C'est ce qui va créer en fait des biais d'inspiration, de crédibilité, de tribalisme et de familiarité et qui vont faire qu'on va avoir envie, on va avoir l'impression de vous connaître déjà et on va avoir envie de travailler avec vous au-delà de votre aspect Madame Parfaite et Madame Sérieuse et professionnelle, mais parce que vous donnez envie, vous donnez de l'émotion et ça crée de la marque. Vous avez tout un univers, toute une histoire à vous et une manière d'aborder votre sujet qui va faire que avec vous, c'est rassurant, j'ai envie de travailler avec vous. Et ça va bien plus loin que juste poser un prix sur une étiquette parce que vous avez fait un beau site internet et que, quand même, on ne voit pas votre valeur. Et parce que tout ça va créer donc l'effet de halo. Donc l'effet de halo, c'est plus je vois cette personne, plus j'ai envie, plus j'ai l'impression de la connaître, plus j'ai envie de lui faire confiance. Et du coup, plus j'ai envie de la contacter et potentiellement derrière, effectivement, signer parce qu'avec elle, je me garantis un super résultat. Encore une fois, on n'achète pas le moins cher, on achète le plus safe. Le plus safe, c'est le plus sécure. Mais encore une fois, c'est pas uniquement, entre guillemets, en crânant sur ses compétences, sur son portfolio, les formations qu'on a pu faire, que la personne sera sensible. Elle va être sensible à d'autres choses et d'autres biais. Je suis juste en train de vous en parler au moment où on se parle. Alors, du coup, on arrive à la fin. Je vous invite à que faire maintenant. Alors, il y a plusieurs choses. Demandez-vous où se trouve votre pouvoir. Je vous ai parlé de pouvoir et de souveraineté. À quel moment vous pouvez changer les choses? Qu'est-ce que vous êtes prête à perdre pour mieux avancer? Perdre, ça veut dire aussi peut-être perdre des clients, perdre parfois même perdre des abonnés, perdre. Voilà, qu'est-ce que vous êtes prête à perdre? Et ensuite déployer par l'accompagnement. Moi, je favorise évidemment l'accompagnement parce que je vois les résultats. Mais si vous sentez de le faire seul, une vraie stratégie de démarcation par votre branding et l'expression de votre vision. Et évidemment, moi, j'ai à vous proposer justement ma formation que j'ai lancée il y a pas longtemps, il y a une semaine, et qui est faite pour aussi bien les créatifs que des coachs, donc tout indépendant qui a envie de se démarquer et vraiment travailler son mindset, mais aussi sa stratégie de présence. Et c'est un accompagnement de groupe qui, en fait, est sur 6 mois. On se voit 2 fois par mois et vous avez accès à toute la formation en ligne où on va travailler aussi bien votre mindset, votre stratégie de présence, votre stratégie de contenu, votre mindset sur l'argent et travailler vraiment au niveau des déblocages lors des coachings et répondre à toutes vos questions. Et ça, c'est ma formation qui s'appelle Propulsion Expert et j'ai vraiment calculé ça au plus juste par rapport au retour que j'avais sur les demandes et tout ça, mais aussi par rapport au coût. Je sais que lorsqu'on parfois on est freelance ou lorsqu'on on se lance et qu'on n'a jamais été accompagné, le coaching peut parfois sembler assez inaccessible. Et moi, j'avais très envie de proposer ce produit justement pour permettre à des indépendants d'accéder à de la formation qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils n'ont jamais mis en place et surtout du coaching parce que moi, c'est ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé à passer des caps et c'est ce qu'aujourd'hui je transmets à mes clients. Donc voilà, j'ai mis en place en plus un code promo qui finalement dure toute la semaine, vous donne 10%, ça s'appelle Morning 10. Et donc voilà, vous pouvez en profiter. On commence lundi soir prochain. Voilà. Donc si vous avez des demandes ou des questions, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et je serai ravie de vous aiguiller ou de vous répondre à vos questions. Je vous remercie. Vous êtes là? Allô? On est là, on est là. Tu nous as posé une question, mais je pense qu'on n'a pas trop eu le temps de répondre dans le chat. Je suis sur les différents profils. Moi, j'ai mis Ah oui, alors Amazon il y a la diva. personnellement. Ouais, ouais. L'Amazon, la diva, la businesswoman et la star. Voilà. Ouais.
Je sais pas s'il y avait des prises de parole, mais moi, j'avais trop envie de réagir pendant ta conf sur un sujet qui m'est méga, méga cher et tu le sais, c'est sur le sujet de la définition du féminisme. Parce que Ouais. du coup, tu vois, tu disais, que tu étais féministe, mais pas trop parce que tu étais quand même ouverte aux hommes et cetera et en fait, Je fais alors juste avant que tu poursuives, je fais vraiment, oui, parce qu'il y a pour moi, il y a de l'hyperféminisme, où, on en n'embarque fait, pas je forcément pense que tu confonds les avec hommes, le l'activisme, le niveau oui, d'activisme. peut-être, Parce qu'en ouais, fait, le féminisme, la définition, c'est vraiment juste de vouloir l'égalité entre les femmes et les oui, hommes. Et ouais, ensuite, tu as l'activisme, et dans l'activisme, tu as différents niveaux. Et du coup, avec des courants qui s'opposent ou qui ne sont pas en accord, etc. Mais ça, on est vraiment dans l'activisme lié au féminisme. Tu vois ce que ouais. je veux dire? Et du coup, c'est je C'est vrai qu'il y a une préfère déformation, préciser, j'aime tu bien as raison de préciser parce revenir que là-dessus. en fait, il y a tellement de femmes qui disent et toi, tu l'as pas dit, mais il y a beaucoup de femmes qui disent: «Je suis pas féministe». Mais en fait, «Je suis pas féministe», ça veut juste dire: «Je veux pas avoir les mêmes droits que les hommes», ce qui est horrible. Donc je préfère à chaque fois, dès que possible, Tu as eu bien raison renforcer le de me message reprendre, tout à fait, tout à et fait. qu'on confond souvent avec C'est l'activisme. Voilà. En tout cas, c'était le seul, petit truc que je voulais dire. Moi, j'ai appris plein de trucs. J'adore le profil de l'Amazone. Je pense clairement, moi, c'est ça, mes rôles modèles, entre autres, on en avait déjà parlé, mais c'est Alexandria Ocasio-Cortez. C'est des femmes qui sont hyper, hyper fortes, qui ont cette espèce de volonté, en fait, où le non n'est pas une réponse. Voilà, c'est mais on l'accueille, mais on en prend voilà, on le prend ni personnellement et exactement. on part du principe que le non est transformable. Et ça Mmh. nous arrête pas. Non, Et c'est ça que non. j'aime bien avec l'Amazone. Je sais pas si quelqu'un d'autre a envie de prendre la parole? Regarde qui y a dans les participantes. Est-ce qu'on a toujours Béatrice? Je sais pas si elle s'est déconnectée parce qu'elle était dans le train. Camille, Anna, Aurore, Agathe, Olivia, est-ce que vous avez envie de juste, activer votre micro du coup et prendre la parole? Alors il y a marqué office user, je sais Ouais, pas je pense que qui, je pense que derrière office user, c'est Béatrice. ah d'accord, OK, super. Merci Béatrice pour ton commentaire. Coucou les filles, je voulais juste Bonjour Anna. dire, bah, c'est génial, merci. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Moi, je trouvais ça hyper intéressant de découvrir ces différents profils que je ne connaissais pas du tout. Et je trouve ça assez chouette aussi de s'imaginer, de se projeter dans une association de différents profils. Pas forcément choisir un, mais venir les mixer. Je trouve ça, voilà, moi, je me suis reconnue plutôt dans les deux premiers et je trouvais ça intéressant de venir les associer. Oui, on peut tout à fait les croiser, hein. Je veux dire, c'est comme, plein de profils. Moi, ce sont des archétypes que j'ai invencés, en fait. Mais ça me permet aussi d'amener, en fait, aussi, mes clients à prendre du recul par rapport au rôle qu'elles peuvent jouer et s'amuser, en fait. Je veux dire, l'argent, c'est une énergie, mais si on transforme cette énergie de lourdeur en énergie de jeu, ça devient beaucoup plus fun, Ouais. et beaucoup plus fun de faire du business. Et si le business il est pas fun, en fait, pourquoi on devrait pourquoi entreprendre en fait, tu vois? Il y a suffisamment de entre guillemets «de contraintes» à l'entrepreneuriat pour que ça devienne chiant en fait. Donc c'est Oui, tu as totalement raison. C'est exactement ça. Mais c'est vrai qu'on le perd un peu de vue, je pense. Ouais, c'est pour ça que c'est essentiel. Enfin, moi, je sais que voilà, l'accompagnement est une clé et créer des rappels et créer des transformations de mindset parce qu'à force de s'entendre répéter des choses, hein, et d'être challengé en retour,
forcément, on transforme des conditionnements, on transforme des mémoires, on transforme du transgénérationnel dont on a hérité. Hein. Je veux dire, c'est très bien, hein, c'est un héritage. Je veux dire, moi, je suis très contente de venir d'une lignée où les femmes étaient au fourneau à cuire des haricots et de la viande. Je veux dire, c'est pas la vie que j'ai choisie. Voilà, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfants, j'approche la quarantaine et pourtant, ben voilà, j'ai mon entreprise et je suis très heureuse. Donc, je corresponds à un modèle finalement qui est très loin de ce que les femmes dans ma culture et dans ma famille ont choisi de mettre en place. Et c'est ce que j'invite vraiment à toutes, en fait, à vous poser vraiment la question, en fait, quelle vie j'ai envie d'avoir. Il y a une demande de prise de parole aussi de la part de Camille. Oui, bonjour Lucie, bonjour Johanna. Merci beaucoup Lucie, c'était absolument passionnant. J'ai appris plein de choses. Et effectivement, ce dont tu parlais à l'instant et que tu as bien mentionné dans ta conférence sur le fait de rompre avec la mémoire collective, c'est quelque chose que je trouve passionnant et que je trouve assez lourd et dont on ne parle pas assez. Parce que je trouve que c'est un vrai frein quand on est entre les classiques. C'est un vrai poids, je pense qu'il faut vraiment combattre à titre personnel pour pouvoir s'émanciper de ça, pour aller vers une autre direction. Alors, je me permets, je pense qu'en fait, il ne faut pas le voir comme un combat, il faut le voir comme une prise de conscience. Parce que, si tu veux, tout ce que ce transgénérationnel t'a apporté, c'est aussi qui tu es aujourd'hui. Mais en prendre conscience et te dire qu'aujourd'hui, ça te limite, c'est OK. Et c'est à partir de ce moment-là que tu peux commencer à transformer les choses, mais sans forcément les casser, en fait. Pour moi, il n'y a rien à casser, il y a tout à transformer. Et c'est pas de se dire qu'une autre version de Camille serait mieux. C'est juste, elle serait juste différente et peut-être plus alignée avec, en conscience, avec ses propres choix. Je pense qu'effectivement, le transgénérationnel, en tout cas chez les créatifs, on n'en parle pas du tout parce que ce n'est pas le sujet. Par contre, dans tout ce qui est bien-être, on en parle énormément. C'est pour ça que je ne le savais pas il y a quelques années encore, mais maintenant je le sais en fait, c'est en m'intéressant aussi à tout ça et parce que ben voilà, j'ai la chance de travailler aussi avec des personnes qui travaillent dans ce domaine, que je suis, enfin voilà, et puis comme je m'intéresse énormément au dev perso, on parle beaucoup du transgénérationnel. Mais tu as raison, dans la culture de la com, c'est entre guillemets, c'est même vu comme quelque chose de très perché. Alors qu'en fait, c'est pas perché, c'est juste, c'est l'impact des anciennes générations qui ont inconsciemment un impact sur notre cerveau, comment il fonctionne, nos gènes, notre manière de penser, de fonctionner, d'agir. Donc voilà. Mais je pense pas qu'il faille le voir comme un combat, mais plutôt comme une occasion, une opportunité de prendre conscience et de se dire ah ben en fait c'est pas un combat. Là aujourd'hui j'ai toutes les cartes en main pour transformer ça. Donc qu'est-ce que je peux faire? Ben peut-être que je me fais accompagner, peut-être que je vais travailler sur moi, sur un autre plan au niveau énergétique, peut-être, enfin voilà. Et du coup transformer ça en se disant ben ok ben c'est pas un fléau, c'est pas une tare. C'est un héritage d'ailleurs, donc je suis très reconnaissante pour cet héritage et je suis reconnaissante pour l'héritage de ce que j'ai. Mais aujourd'hui, il me limite et la direction qu'il me fait prendre n'est pas celle que je souhaite. Donc, je prends ce que je veux et j'avance avec ce que j'ai envie de construire. Très bien, passionnant. Merci beaucoup. Avec plaisir. Y a-t-il une autre personne qui voudrait prendre la parole? Une réaction, pas forcément une question, mais ça peut être aussi une réaction. Il y a une question. En fait, que préfères-tu dans ton rapport aux autres, dans ton job, le côté humain, l'expertise ou les deux? Excellente question. Je pense que c'est Béatrice qui a créé cette question. En fait, moi, pourquoi je me suis aussi dirigée vers l'accompagnement, c'est que en fait, je sentais depuis très très longtemps que j'avais cette capacité à conseiller, à orienter, à voir ce que les personnes ne voyaient pas. Donc j'avais vraiment ce truc en moi très intuitif, d'hypersensible, qui était en dormant finalement, en sommeil en moi, et je me disais mais
comment je peux le faire émerger. Et c'était pas une évidence pour moi. Il a fallu vraiment que je me fasse accompagner pour le faire émerger. Et aujourd'hui, mettre mon expertise au service de l'humain, c'est mon plus grand kiff parce que en fait, aujourd'hui, toutes mes connaissances en communication, elles servent et d'entrepreneuriat, elles servent à des personnes qui n'ont pas encore fait ce chemin, sont en route et ont envie de prendre des raccourcis. Et j'incarne ce raccourci. Donc voilà, et c'est comme ça que finalement on travaille ensemble. Mais pour moi aujourd'hui, mes plus belles heures, c'est quand je fais du coaching, quand j'accompagne, quand je dénoue, quand on débloque des choses, quand il y a des prises de conscience, quand j'arrive à montrer à une personne qu'elle est juste en miroir par rapport à une croyance, pour moi c'est un vrai grand kiff. Et derrière, évidemment, étoffer ça avec de la stratégie et des outils que j'ai accumulés, dont j'ai l'expérience. Mais c'est aussi comprendre et être ultra empathique par rapport à ce que la personne vit ou a vécu et sa psychologie, mais aussi ne pas tomber dans la victimiser et la ramener à son rapport de pouvoir, justement, et à lui redonner ses responsabilités. Et ça, c'est un grand kiff dans l'accompagnement, c'est de se dire, mais en fait, non, mais t'es pas victime, en fait, tu peux le faire. Et je vais te montrer que c'est possible. Donc, et que tu es juste en train de t'auto-saboter en pensant comme ça. Et c'est comme ça qu'en fait, moi, je vois vraiment des transformations et c'est ce qui me fait kiffer. Voilà. Y a-t-il une autre réaction, une autre question? Alors, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Je viens d'ouvrir aussi, alors je vous fais une petite annonce, je veux créer un espace beaucoup plus intime pour partager mes conseils, mais aussi ce que je vis au quotidien et mes bonnes pratiques sur Telegram. Et je viens de mettre le lien en fait dans ma bio, mais je peux vous le partager aussi ici même. Je vais le mettre du coup ici dans le chat. Il est où? Là, tac. Et là, en fait, vous allez pouvoir me rejoindre et voilà, parce que sur les réseaux, il y a beaucoup de personnes qui finalement regardent les stories. Et moi, j'ai envie vraiment de parler avec les personnes avec qui il y a vraiment des conversations, des échanges. Et des fois, j'aurai un peu de temps, donc je vous coacherai et je vous ferai un coucou. Genre, s'il y a une question, j'y réponds. Si j'ai une bonne recette de thé, je vous la filerai. Voilà, c'est une manière pour moi de créer beaucoup plus de proximité. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram. J'ai ouvert ça ce matin, donc si vous voyez rien, c'est normal. Il n'y a pas encore de message qui a été diffusé. J'attends que les personnes aussi entrent dans le canal. Et puis voilà. Et si vous avez encore des questions ou si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à regarder mon site. Il y a toutes les offres et donc cette offre dont je vous ai parlé, qui est une offre de badass. Parce qu'elle mêle formation et coaching en même temps et à un prix tout à fait accessible. Merci beaucoup, Lucie. Avec Merci plaisir. à toutes et du coup à toutes, si je ne me trompe pas, pour votre présence aujourd'hui. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Il sera disponible voilà, dans très bientôt, très bientôt pour tout le monde. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Le mois prochain, Lucie, on a une conférence qui traitera du sujet de la santé psychologique, entre autres en entreprise, donc avec un expert du sujet qui a dirigé une association d'entreprises pendant de très nombreuses années. Et il reviendra sur ce sujet de santé au travail. Je pense qu'on va apprendre plein de choses aussi encore. Et merci beaucoup. J'espère vous voir du coup à la prochaine conférence qui est aussi organisée par Lucie. Et à très Oui, bientôt. j'organise les conférences. À très bientôt et passez une excellente fin de journée. Merci à toutes. Merci Johanna. À bientôt. Bonne journée.